synchroniser une animation avec des rythmes musicaux ou des labiales, vous devez intégrer la trame sonore dans votre scène Blender avant de commencer à sauvegarder vos clés d'animation. Si vous ne créez pas vos propres pièces musicales, je vous suggère d'utiliser la bibliothèque sonore de YouTube qui est continuellement mise à jour. Les trames sonores sont offertes sans frais pour les exploitations non commerciales. Lisez les conditions d'utilisation qui ne sont pas identiques pour toutes les pièces musicales et pour certaines, vous devrez intégrer le nom de l'auteur avec vos distributions. Vous devez avoir un compte YouTube pour accéder à la librairie. Il suffit d'appuyer sur YouTube Studio. Sur votre gauche, vous avez la bibliothèque audio. Toutes les pièces sonores peuvent être écoutées avant d'être téléchargées et vous avez aussi des effets sonores. Ceux-ci sont habituellement intégrés à l'animation qu'au processus de post-production, c'est-à-dire que lorsque l'animation est terminée. Je vais vous montrer à intégrer votre pièce sonore. Moi, ce que je préfère, c'est agrandir ici ma vue espace-temps, le timeline. Lorsque je mets mon curseur ici à droite, en bas, j'ai une croix qui apparaît, donc je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors la pièce sonore, on la glisse dans le séquenceur vidéo. Il suffit d'ouvrir une fenêtre Window Explorer et tout simplement glisser sur une des pistes le fichier sonore. Si je déplace le clip, je peux voir ici le numéro du début, quand mon curseur est dessus. Donc, il faut faire attention de bien caler le clip pour que ce soit le chiffre 1 qui est au début. Ça va être beaucoup plus facile par la suite de faire le montage. Dans l'option Vue, je peux demander ici d'afficher le Waveform Displaying. Ça n'a pas été traduit dans l'interface français. Donc, la forme d'onde activée. Voilà la forme d'onde. Je tiens CTRL avec le bouton du milieu de ma souris. Je glisse ma souris vers le haut et je peux agrandir ma forme d'onde. Beaucoup plus visuel pour faire mon animation. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de l'importance de changer le framerate, donc le nombre d'images secondes, avant de commencer à animer pour nos besoins. Donc pour ma part, j'ai l'habitude de travailler à 30 images secondes. Je viens d'un secteur de production en télévision en Amérique du Nord. On exploite le 30 images secondes. Et aussi parce que le 30 images secondes va avoir des mouvements plus fluides. Par contre, il faut savoir que si on fait de longues séquences, il est beaucoup plus facile de travailler avec une fréquence de 24 images secondes plutôt que de 25 ou 30. La raison est bien simple, c'est que 24 va pouvoir se diviser par 2, par 4, par 6, par 8, par 12 pour nous aider à placer à un même rythme toutes nos clés d'animation. Alors, je vais le laisser ici à 24 images secondes. Si je fais jouer ma pièce sonore, qui est un montage que j'ai fait avec le logiciel Adobe Audition, donc c'est des boucles que j'ai mis une à la suite de l'autre. C'est une batterie qui bat des différents rythmes. Alors, si je regarde ici, j'ai un battement sur la caisse claire, le snare. Je peux le voir par la longue ligne de ma forme d'onde. Et si je changeais par la suite 24 images secondes pour 25, on peut voir que la synchro est maintenant différente. Donc, il y a un étirement du moment où va arriver chacun des mouvements sonores. À 30, c'est encore un changement. Donc, on ne peut pas modifier la valeur du nombre d'images secondes après avoir commencé à animer parce qu'on va perdre la synchronisation. Donc, il faut toujours utiliser le même nombre d'images secondes pour toutes nos étapes en création sonore, en montage vidéo, en animation, afin de garder notre synchro. Si j'écoute plusieurs fois ma piste sonore, je vais mieux la comprendre. Je préfère pas avoir un affichage en nombre de secondes. Dans Vue ici, je peux enlever l'option d'afficher les secondes. Donc moi, je préfère travailler avec des images. Alors, mon curseur ici, lorsque je le place à 19, je peux voir la forme d'onde qui marque un battement sur la caisse claire. Et j'en ai un autre ici à 71. Tiens, je vais choisir celui-ci à 53. La distance est moins grande. Donc j'en ai un à 19, un à 53. Si je ne suis pas bon mentalement en mathématiques, je peux prendre une calculatrice. Donc 53 moins 19. J'ai un espace de 34 entre chaque battement. Alors, à 19, je vais étirer mon cube. Je vais sauvegarder une image clé unique.
et j'en mets une autre ici à 53, à ce battement-ci, une clé identique. Entre les deux, donc si je divise ma distance en deux, je vais être à 36. Je peux réduire mon cube et sauvegarder une nouvelle clé. Donc, ma première clé et ma dernière clé sont identiques. Je vais prendre l'éditeur de graphes et je vois ma courbe d'animation ici. Si j'appuie sur le petit triangle ou N au clavier numérique, j'ai la possibilité d'aller chercher des modificateurs. La courbe ici est sélectionnée et je vais prendre un modificateur cycle. Alors on peut voir le mouvement est répété à l'infini. Donc à chaque fois que j'entends la case claire, mon cube est en haut. Je pourrais naturellement faire jouer plus longuement ma séquence. Si je voudrais battre le rythme plus rapidement, actuellement mon animation suit un mouvement qui est lent. Alors je suis capable d'accélérer ce mouvement-là tout en gardant le tempo de la pièce musicale. Alors ici, par défaut, dans l'éditeur de graphes, mon point pivot se trouve à être le centre de la boîte englobante. Alors si je choisis le curseur 2D, en réalité c'est mon point de chute ici. Alors mes clés sont sélectionnées. S au clavier va faire un changement d'échelle scale. Alors je peux faire un scale. J'appuie sur le X au clavier pour dire que c'est l'axe des X et rentrer 0.5. Alors mon mouvement est 2 fois plus rapide. Lorsque je modifie une de ces 3 clés-là, ça modifie toute la répétition. Alors à nouveau, mon cube était étiré pour chaque son sur la case claire. Dans ma précédente démonstration, j'expliquais que je lançais toujours les rendus de mes tests avec des fichiers JPEG et PNG. Donc naturellement, avec un fichier JPEG et PNG, je n'aurai pas ma trame sonore. Donc je dois ajouter ma trame sonore quand je veux suivre ma synchronisation. Alors j'ai expliqué cette étape-là au niveau de l'exportation. Donc regardez ma précédente démo si vous vous demandez comment lancer un rendu. J'ai des rendus qui sont déjà réalisés. Alors, je vais me faire un nouveau fichier. Et dans les options ici, je vais choisir Video Editing. Alors, c'est toujours le même logiciel, mais mes fenêtres sont placées différemment. Alors, j'ai encore ici le séquenceur. C'est la même chose quand j'ai placé la trame sonore tout à l'heure. Alors, si je fais Ajouter, je peux choisir Image, Séquence. Je vais aller dans le répertoire où j'ai fait mon dernier rendu. Et cette fois-ci, je dois choisir l'ensemble des images. Alors, je peux faire A au clavier numérique. Donc, j'ai tout sélectionné. J'ai 240 images. Donc, de 1 à 240. Ça, c'est la piste. Sur quelle piste je vais mettre ces images. Et voilà, ma séquence d'images est en place. Dans l'éditeur, on peut prendre qu'une partie des images si on veut. Je peux ajouter ma trame sonore de cette façon. Ce n'est pas la trame sonore avec laquelle j'ai travaillé cette animation, mais comme j'ai montré tout à l'heure, je peux la glisser ici. Et ma trame sonore est donc ajoutée à mon animation. Alors, pour lancer mon rendu, je vérifie ici que ma taille est celle avec laquelle je veux faire mon exportation. Le nombre d'images. Alors, dans mon cas, j'ai 240 images. Cette animation-là, elle a été réalisée à la fréquence de 30 images secondes. Donc, je change ma fréquence à nouveau. La sortie, c'est le nom du fichier. Donc, je ne mettrai pas mon travail dans Temp. J'ai un répertoire que j'appelle AR dans lequel je fais des rendus. Je lui donne un nom. Le répertoire dans lequel va être mon fichier vidéo, le nom de mon fichier vidéo. Par défaut, c'est coché pour écraser. Alors, ça veut dire que si j'ai déjà un fichier qui porte le même nom, il va être remplacé. Le type
de rendu. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une séquence d'images PNG, mais plutôt un fichier vidéo. Je vais prendre le format vidéo FFmpeg. Aussitôt que j'ai choisi l'option FFmpeg, on me propose différents encodages. Alors, par défaut, Matroska, je ne connais pas, en fait, Matroska, je n'utilise pas ça. Alors, je prends plutôt le MPEG-4, c'est ce qui est actuellement davantage utilisé, entre autres sur YouTube. On peut faire aussi documents vidéo en réalité virtuelle, donc le MPEG-4. Et j'ai différents codecs vidéo. Donc, par défaut, on m'offre le H264. C'est le codec que je vais utiliser pour mon MPEG-4. Donc, il y en a toute une série. Par défaut, pas d'audio est ici affiché dans cet onglet. Donc, naturellement, je veux de l'audio. Et moi, je prends l'encodage AAC sur mon MPEG. L'ajustement de volume peut se faire aussi par piste. Donc, chaque piste peut avoir un ajustement de volume. Une fois que j'ai tout choisi mes options ici, je suis prêt à lancer le rendu. Alors, le rendu, c'est comme pour le rendu d'image, de séquence d'image, c'est rendre animation. Et je vais avoir mon fichier vidéo. Une des particularités, la petite animation qui accompagne cette démo, c'est que j'ai utilisé plusieurs fichiers d'effets sonores. Donc, naturellement, pour faire l'animation, je n'avais pas besoin de mes fichiers d'effets sonores. Donc, mes fichiers sonores, pour les allonger, sont placés l'un à côté de l'autre, mais j'ai différents effets, un par-dessus l'autre. Donc, j'ai plusieurs pistes. Et aussi, je voulais avoir un effet un peu de strobe. Regardez ici, on voit, ça accentue le mouvement. Alors, j'ai lancé un rendu de mon module sur un fond transparent seul. Voilà la scène que j'ai utilisée à ma précédente démonstration, avec le module qui se déplace. Alors, après avoir lancé mon rendu JPEG, comme j'ai fait à la précédente démonstration, j'ai lancé un deuxième rendu avec uniquement le module. Donc, on peut voir ici, si je sélectionne ma caméra, le cadre jaune, mon module est sorti ici, donc j'ai besoin de l'image 114 à 160. Donc, j'ai besoin de calculer seulement ces images-là. Alors, si je tiens majuscule en appuyant sur l'œil, l'écran et la caméra, je viens d'enlever mon arrière-plan. J'ai expliqué dans une des précédentes démonstrations que mon arrière-plan utilisait des lumières volumétriques avec des textures procédurales. Alors, j'ai ici la fenêtre de mon shader. Je tiens CTRL, bouton droit de la souris. Je viens de couper le shader pour enlever justement l'effet des textures procédurales sur l'arrière-plan. Dans les propriétés de mon rendu, je vais descendre au niveau film. Et ici, à film, je peux cocher transparent. Alors voilà, le fond va être transparent. Pour lancer mon rendu, je vais naturellement choisir un format de fichier qui supporte la transparence, donc ça peut être le TIFF. Moi, j'ai utilisé le PNG, qui est moins lourd. Et il faut s'assurer, après avoir sélectionné TIFF ou PNG, que vous demandez un RGBA. RGBA, le A pour canal alpha, transparence, va être inclus dans le fichier PNG. Donc, je calcule que les images nécessaires. Je disais quoi? 116. Je peux rentrer ici 116 à 160. Et bien entendu, changer le nom de l'image pour ne pas écraser mes images où est-ce que j'ai mon arrière-plan. Un nom d'image différent. Et je lance un nouveau rendu. Lorsque j'ai glissé ce rendu de module qui était par-dessus, j'ai à ma droite une option d'opacité. Et je fais un décalage. Je peux désactiver des pistes. Avec le bouton droit de ma souris, j'ai verrouillé ou rendre muet. Alors, si je fais ici muet, c'est pour le son et aussi le visuel. Alors, quand elles sont désactivées, elles sont grises. On peut voir ici, j'ai un seul vaisseau. Alors, si je mets celle-ci visible, donc on se trouve à avoir un ordre. J'ai placé exactement la même séquence d'images avec un petit décalage. Donc, on peut voir l'effet qui graduellement
fait un décalage en arrière. Donc, chacune de ces bandes, j'ai ajusté une transparence qui n'est pas identique d'une à l'autre. Chaque piste sonore peut avoir un ajustement de volume aussi qui n'est pas identique d'un à l'autre. Alors voilà comment a été réalisée cette petite animation.